Tous, ceux qui ne sont pas fait badger, pensez-y quand même. Voilà, je viens vous parler aujourd'hui de l'évolution des pompes à chaleur dans les perspectives bas carbone qui se mettent en place en ce moment. Donc le contexte, je le rappelle quand même, on l'a tous vécu cet été, les inondations qu'on a vues en Allemagne, en Belgique, les feux qu'on a eus en Grèce, en France, aux États-Unis. Et le rapport du GIEC qui, en début de cet été, enfin milieu de cet été, au début août, a confirmé et a fait un lien très clair entre l'activité humaine, le réchauffement de la planète, le fait que les 1,5 degrés d'augmentation de la température mondiale étaient atteintes et que les perspectives, si on n'arrêtait pas maintenant et qu'on n'agissait pas maintenant sur le carbone, les perspectives n'allaient pas être très bonnes pour la fin du siècle. Donc le contexte, au moins on le connaît. Et on le connaissait déjà, le plan climat qui avait été mis en place en 1990, en fait, prévoyait et prévoit toujours de limiter de 80% les émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble des applications. Il va y avoir le transport, l'industrie, le bâtiment, etc. Ça, c'est le plan climat à horizon 2050. Début de cette année, 2021, l'État français a prévu et a acté la neutralité carbone à horizon 2050. Donc l'idée, c'est d'aller encore un peu plus loin que le plan climat. C'est-à-dire que là, les 20% qui restent en carbone, l'idée, c'est de les compenser. Donc il y a vraiment une réelle volonté d'abaisser ce niveau carbone. Alors, pour ce qui nous intéresse dans le bâtiment, et plus précisément sur les pompes à chaleur, ce qui nous permet de diriger cette orientation, pour le moment, c'est les différents labels. Alors, on a différents labels que l'on connaît, les HQE, les BREEAM, les E+C- qui prévalent et qui étaient une phase de test pour la RE 2020, etc. Et donc, la RE 2020 arrive, elle a été confirmée pour le résidentiel là, au 1er janvier, elle sera confirmée pour le courant d'année 2022 pour les parties tertiaires. Et donc, l'intérêt de la RE 2020, c'est de combiner à la fois les obligations énergétiques, mais aussi les obligations carbone, de l'impact carbone des projets. Et donc, c'est tout le propos d'aujourd'hui. Quand on fait un point sur l'impact carbone d'un bâtiment, d'un projet, en fait, on se retrouve avec ce cumul d'impact sur les différents lots du bâtiment. Il y en a 14 exactement. Les pompes à chaleur, on va en avoir 2. Alors, le premier qui va nous intéresser sur celui qui sera le plus facile à agir, c'est le lot 14, fluide frigorigène. Et donc, en fait, on est déjà, nous, fabricants et fournisseurs de fluide frigorigène, on est déjà obligés, par la F-Gaz, de diminuer les quotas que l'on va mettre de fluide frigorigène, tout au moins en tonnes équivalent CO2. Et le deuxième lot auquel on est confronté, c'est le lot 8, le lot CVC, sur lequel on travaille. Donc on va travailler avec les fiches PEP qu'on est en train de mettre en place donc pour vous donner le niveau carbone de l'ACV du produit, de l'analyse du cycle de vie du produit. Mais on va travailler aussi sur la maintenance de ces produits, on va travailler sur le pilotage de ces produits. Donc on a tout un tas de solutions. L'objectif de Dekin, c'est de tendre vers zéro émission de CO2 à horizon 2050. Et en fait, on se retrouve en phase avec les objectifs gouvernementaux. Comment y arriver? C'est déjà de développer de nouveaux réfrigérants, de développer de nouveaux produits et de nouveaux concepts. Il va falloir qu'on pense complètement différemment nos installations et de promouvoir l'économie circulaire, puisqu'en fait, on part du principe que ça ne sert à rien de produire plus, mais autant réutiliser ce qui existe déjà. Alors, comment fait-on? Déjà, pour la baisse du PRP moyen des fluides frigorigènes mis sur le marché, ce que je vous disais, c'est une obligation par rapport à la F-Gaz que nous avons, nous, fournisseurs de fluides frigorigènes, d'accord, fabricants et fournisseurs de fluides frigorigènes. Donc, pour développer des nouveaux produits avec des nouveaux fluides, il y a 3 prérequis. Le premier, c'est que, bien évidemment, le fluide est un indice PRP le plus bas possible. L'indice PRP, c'est le potentiel de réchauffement de la planète du fluide, donc c'est un indice carbone de ce fluide. Forcément, l'objectif, c'est que ce fluide est un indice le plus bas possible. La deuxième, c'est que le fluide permette au groupe, la pompe à chaleur, d'avoir un impact, une performance énergétique la plus élevée possible. Cette performance énergétique, en fait, on va la retrouver au niveau du calcul énergie du bâtiment. Donc c'est important aussi que ce fluide soit bon par rapport à ça, mais aussi, et ça c'est le dernier point qui est important et qui vient avec les nouveaux fluides, garantir la sécurité des biens et des personnes.
On se doit, bien évidemment, ça paraît bête, mais il faut quand même le noter. Alors, les 3 fluides principaux qui sont sur les 3 marchés que vous voyez ici. Pour le résidentiel tertiaire, principalement, on va travailler avec le R32, qui va avoir un potentiel de réchauffement de la planète de 675. Aujourd'hui, on travaille avec du R410, qui n'est pas interdit, mais qui a un impact carbone de 2088. Vous voyez qu'on baisse de l'ordre de 3. On peut même aller jusqu'à 4 du fait qu'il y aura moins de fluide dans les installations. Pour les grands projets tertiaires, industrie, qui vont plus être appelés à être travaillés en eau glacée, on va avoir des fluides qui sont des HFO, le 1, 2, 3, 4, Z2. Le PRP est de 6. Alors là, vous voyez qu'on fait une chute drastique dans l'impact carbone, ce qui est une très bonne chose. Mais ces fluides-là se contentent de faire de l'industrie, puisqu'en fait, on ne peut fonctionner qu'en mode froid avec ces groupes-là. On ne peut pas faire de pompe à chaleur. Et après, en réfrigération, puisqu'on a aussi une gamme réfrigération chez Daikin, on va travailler sur des fluides dits naturels, tels que le CO2, et qui a un impact environnemental de 1, un impact carbone de 1. Alors, c'est bien de parler des différents fluides, mais l'idée, c'était de vous montrer l'étendue de la gamme qui est proposée. Alors, pour la partie résidentielle, plus précisément les pompes à chaleur résidentielles, donc pour faire du chauffage, de l'eau chaude sanitaire, etc., on va avoir une gamme qui va aller jusqu'à peu près une quinzaine de kilowatts, qui est la pompe à chaleur Alterma, qui fonctionne au R32. Dans à peu près les mêmes gammes de puissance, nous avons lancé en milieu d'année dernière, donc milieu 2020, non pardon, excusez-moi, je prends un petit peu d'avance. On a aussi la gamme donc, en résidentiel et tertiaire, la gamme Split et Skyer, qui va aller jusqu'à environ 15-20 kW. Toujours au R32, et là la bascule a été faite depuis 2016, si je ne me trompe pas. Ensuite, on va avoir les gammes VRV. Donc là, on va commencer à rentrer beaucoup plus dans la partie tertiaire, les ensembles de bureaux, etc. On a lancé, donc milieu d'année dernière, je vous disais tout à l'heure, le VRV 5, qui lui est alimenté en R32. Les autres étant alimentés en R410. Ce VRV 5S, vous voyez qu'il est vraiment très compact, intègre en plus une technologie Chirudo, j'y reviens juste après derrière, et on est sur une gamme de puissance jusqu'à environ 15 kW sur ces produits. Ensuite, sur les fluides sur les produits avec les nouveaux fluides, on va avoir une gamme complète de groupes de production d'eau glacée réversibles, donc des pompes à chaleur, qui vont aller en version réversible, vous voyez, jusqu'à peu près 600 kW avec du fluide R32. Donc là, ça permet encore d'avoir des abaissements d'impact carbone, toujours sur des pompes à chaleur, j'insiste. Et sur la partie plus industrielle, ou pour les bâtiments beaucoup plus grands en tertiaire, on va avoir des groupes qui vont fonctionner au HFO, donc le 1, 2, 3, 4, Z2, donc qui a un impact carbone de 6. Et là, vous voyez qu'on va monter à des puissances de l'ordre de 1600 kW pour les groupes AR, 2000 kW pour les groupes à condensation par eau. Mais là, vous voyez que le talon de puissance va être aux alentours des 150-200 kW. Et sur une technologie et des compresseurs à vis qui seront peut-être un peu plus chers que les pompes à chaleur. Voilà. Après, c'est un choix à faire. Et sur la partie industrielle pure, donc le froid industriel, où on peut faire du moins 35, moins 40 degrés en évaporation. Donc là, on est vraiment dans le froid. On va avoir une gamme qui va permettre d'aller jusqu'à environ 100 kW avec du fluide CO2. Donc vous voyez, ici, on a une gamme complète qui nous permet de répondre avec les nouveaux fluides. Ces gammes-là ont été déjà mises en œuvre, elles ont été testées, on les connaît au niveau européen et au niveau mondial, donc il n'y a pas on n'essuie pas les plâtres avec ces nouveaux fluides et ces nouveaux produits. Je voulais faire un focus sur le VRVR32, qui est un petit peu le cœur de cible en ce moment que nous avons aujourd'hui, enfin chez Daikin. Donc VRV5S qui fonctionne au R32. Il va avoir une gamme de puissance qui va aller jusqu'à à peu près 15 kW. L'impact carbone par rapport à un VRV au R410 est divisé par 4 par rapport pour une puissance équivalente. Les organes de sécurité, puisque je vous parlais tout à l'heure d'accompagner la sécurité des biens et des personnes, l'ensemble des organes de sécurité nécessaires pour répondre aux réglementations sont intégrés dans les machines, et ce, directement d'usine. Donc il n'y a pas à penser à rajouter les vannes de sécurité qui vont venir fermer les installations en cas de fuite. Le détecteur de fuite ou le détecteur de gaz est directement installé dans les unités intérieures, donc ça c'est déjà fait, et tout le protocole de régulation, etc. est déjà intégré. Donc tout est déjà fait d'origine dans ces machines pour qu'il n'y ait plus qu'à faire ce qu'on appelle du plug and play, donc les installer tel qu'on le faisait auparavant avec des installations OR410. Et donc en fait l'ensemble de ces
technologies de contrôle, je dirais, et de sécurité sont chez nous. Alors, je suis désolé du nom, c'est un nom japonais. On est issu d'une société japonaise, donc en fait, c'est la Shirudo Technology qui dit qu'en fait, toutes les sécurités sont intégrées dans le VRV5S. Et nous avons reçu, ça c'est intéressant aussi, le 2e prix de l'innovation par l'association AICVF, donc l'association des ingénieurs frigoriques de la climatisation, ventilation et du froid, en début de cette année sur le produit. Alors je vous parlais des nouveaux produits, des nouveaux fluides, mais ce qui est important de voir, c'est les nouveaux concepts. Et les nouveaux concepts, en fait, pour nous, c'est de promouvoir l'économie circulaire. Alors, en promouvant ça, ça nous permet de limiter l'impact carbone. Alors pourquoi déjà utiliser? Alors ça va être d'utiliser des fluides régénérés ou des fluides recyclés. Alors la différence est ténue entre les deux. Le fluide recyclé, en fait, on va récupérer du fluide sur une installation, on va lui retirer les différentes particules, l'huile, etc. qui sont dedans. Il est recyclé, on peut le réintroduire dans une installation neuve à condition que le fluide d'origine était dans des conditions, était chimiquement encore bon. Le fluide régénéré, c'est tout à fait différent, c'est un peu plus lourd, c'est pour ça que c'est fait uniquement à l'usine. C'est en fait, on va complètement nettoyer le fluide, on va reséparer les molécules et on va les recombiner entre elles. Donc on se retrouve avec un fluide qui a exactement les mêmes caractéristiques qu'un fluide neuf. Mais l'intérêt, c'est qu'on ne sera pas allé chercher des matières premières pour le produire. Donc l'intérêt, c'est qu'on va considérer le déchet comme une ressource, ça c'est l'intérêt même de l'économie circulaire. On va réduire la consommation de matières premières. On va sécuriter la disponibilité du 410A, puisqu'en faisant ça, ça nous permet d'assurer à nos clients, malgré les abaissements de quotas qu'il peut y avoir, d'assurer à nos clients, en puisant dans une banque de fluides que l'on aura créé avec eux, de la possibilité d'utiliser ce fluide, puisqu'en fait, il ne rentrera plus dans les quotas F-gaz. Donc c'est tout l'intérêt. Et donc de limiter l'impact carbone sur les projets. Donc en fait, on a décidé, on travaille à 2 niveaux. C'est au niveau de la production d'usines qui travaille maintenant en économie circulaire et l'économie circulaire en circuit court, et j'y reviens tout de suite. Au niveau de l'usine, on a lancé une nouvelle gamme qui s'appelle le VRV Loop, bien évidemment comme une énergie circulaire, c'est-à-dire qu'en fait, on vient utiliser dans ces VRV, dans cette gamme de VRV au R410, je fais le point quand même dessus, au R410, du fluide régénéré. C'est-à-dire qu'en fait, dans les VRV maintenant, dans les VRV Loop, nous n'utilisons plus de fluide neuf, mais uniquement du fluide issu de l'économie circulaire. C'est un impact environnemental très important. Alors, je vous donne les chiffres de l'année dernière, de 2020. L'année dernière, nous avions économisé 155 tonnes de R410 sur l'année 2020, ce qui équivalait à 323 000 tonnes équivalent CO2 sur l'année. Pour vous donner un ordre d'idée, 323 000 tonnes équivalent CO2, c'est les émissions de gaz à effet de serre d'une ville de 30 000 habitants en France. Ça va être Lens, ça va être Saint-Cloud, ça va être 30 000 habitants. Cette année, 2021, l'usine a dans ses plans, et la trajectoire est suivie, bien évidemment, nous sommes sur 250 tonnes économisées en R410. Donc vous voyez qu'on augmente très largement la part de fluide régénéré dans nos produits. Et ça, c'est pour la précharge des produits. Mais au niveau des installations qui sont faites, il y a la précharge des produits, mais il y a aussi le complément de charge qui doit se faire dans les installations. Et donc, en fait, ce que l'on a mis en place au niveau de Dekin France, avec le service technique de Dekin France, c'est l'économie circulaire en circuit court. C'est-à-dire qu'on va venir récupérer le fluide R410 existant sur l'installation du maître d'ouvrage, de l'utilisateur qui démantèle son installation. On va recycler ce fluide, c'est-à-dire qu'on va lui retirer les différentes particules, l'huile, etc. Et on aura 2 possibilités. Enfin, l'utilisateur aura 2 possibilités. Soit il refait une installation neuve en R410. Et à ce moment-là, il peut reprendre le fluide de son ancienne installation qui a été recyclé et le remettre dans sa nouvelle installation. L'impact carbone et l'impact environnemental en sera plus bas. Deuxième solution, si la nouvelle installation se fait avec un nouveau fluide, c'est de mettre en banque de fluide ce fluide qui a été recyclé, qui appartient à cet utilisateur. Donc, Dekin, on remet un bon
sur la quantité de fluide qui a été récupérée, et on vous laisse une dizaine d'années pour récupérer ce fluide pour la maintenance d'une autre installation ou pour remplir l'installation que vous avez. Donc vous avez deux possibilités. L'objectif pour nous, entre le VRV Loop et cette solution de recyclage de fluide à l'échelle locale, c'est de proposer des installations avec 100% du réfrigérant issu de l'économie circulaire. Et donc d'abaisser l'impact environnemental le plus bas possible pour les installations de pompe à chaleur. Alors ça a été fait sur une installation, alors je vous parle d'un projet de l'année dernière, qui était une école sur comment s'appelle, l'intelligence artificielle. Il y avait 4000 m2 de bureaux, 7 étages sur le bâtiment, 4000 m2 de bureaux. Et en fait, ils avaient une installation neuve, une vieille installation au R410. Et en fait, on a installé 7 VRV Loop, donc avec le fluide recyclé, régénéré. Et nous avons récupéré sur l'installation démantelée le fluide que nous avons recyclé avec le service technique. Donc il y avait 100 kg et on l'a réinjecté dans l'installation. Donc ça représente 174 kg de R410 économisés, neufs, économisés, ce qui représente 363 tonnes équivalent CO2. Donc c'est un impact relativement important. Je vous parlais aussi des nouveaux fluides tout à l'heure. Nous avons fait un projet donc à Mélan, juste à côté de Grenoble. La réception est en cours actuellement. C'est un bâtiment, ce sont 3 bâtiments neufs qui représentent donc 25 000 m2, sur lesquels nous avons mis 69 VRV 5S, donc les nouveaux VRV OR32. Le fait d'avoir mis ces VRV OR32, ça a permis aux maîtres d'ouvrage qui avaient des ambitions bas carbone sur le bâtiment. Vous voyez, BBC Finergie, HQE, niveau très bon. L'objectif était vraiment de limiter l'impact carbone. Et tant qu'on restait au 410, en fait, cet impact carbone, l'objectif carbone ne pouvait pas être rempli. Ils avaient tout essayé, ils changé les moquettes, etc. Ils ont même été obligés de retirer des panneaux solaires parce qu'en fait, les panneaux solaires sont très impactants en niveau carbone, etc. Et donc, en fait, la solution VR32 qui sortait juste, puisque la finalisation s'est faite au mois de septembre de l'année dernière, et donc au moment où nous avons sorti le VRV R32, ça a permis de tout remettre à plat et de repartir sur quelque chose de possible pour le client grâce au R32 et à ce faible impact carbone sur cette solution. L'économie qui a été réalisée, donc c'est vraiment la différence entre ce qui aurait été en tonnes équivalent CO2 avec le 410 et ce qui a été réellement fait avec le R32, l'économie, c'est 615 tonnes équivalent CO2 de l'un à l'autre. Donc c'est quand même pas négligeable sur ce bâtiment. Voilà, non, c'était la conclusion, mais je pense que vous l'avez compris. On est tous confrontés à une situation inédite dans un contexte environnemental qui est en plein changement en ce moment. Les objectifs qui nous sont donnés sont très ambitieux. 0 carbone à horizon 2050. Donc là, il va vraiment falloir relever le défi et s'y atteler maintenant. Et donc, mettre en place des nouvelles habitudes pour s'inscrire dans cet objectif. Et bien évidemment, Dekin, nous sommes là pour vous accompagner et nous avons exactement les mêmes objectifs à horizon 2050. Et donc, voilà. Et donc maintenant, si vous avez des questions, je peux essayer d'y répondre. Oui. Quel retour d'expérience vous avez sur le R32, finalement, qui est une technologie relativement récente Quel retour d'expérience vous avez sur le R32 par rapport à cette technologie qui est relativement récente aujourd'hui? Bon, alors en fait, le R32, ça fait une dizaine d'années qu'il est utilisé en fait au niveau de l'Asie, au niveau du Japon, c'est là où il a été lancé en premier. En Europe, on l'a lancé en 2006 avec les produits résidentiels, puisqu'en fait, l'objectif résidentiel est d'arrêter les fluides à impact carbone très élevé à horizon 2025. Donc là, c'est demain. Donc effectivement, on avait une échéance à 2025. Donc en 2016, nous avons lancé les splits, multi-splits et pompes à chaleur au R32. Donc maintenant, on a quand même un très bon recul sur ces produits-là. Au niveau français, mais bien évidemment au niveau européen aussi. Alors, je ne vous donnerai pas les chiffres de vente, mais on est par an, si je ne me trompe pas, en France, on doit être sur 40 000 splits vendus à l'année. Donc, vous imaginez le marché européen, ce que ça peut représenter. Et nous ne sommes pas les seuls, bien évidemment. Nos confrères nous ont suivis sur cette technologie de fluide R32 dans le résidentiel.
Le R32 est arrivé aussi beaucoup plus rapidement dans les groupes de production d'eau glacée. Là, j'aurais tendance à dire 2018 les premiers. Parce qu'en fait, c'était beaucoup plus simple sur les groupes d'eau glacée du fait du classement A2L des fluides frigorigènes récents, enfin le R32. Et comme là, il est confiné dans le groupe, c'était beaucoup plus simple de le gérer sur les bâtiments tertiaires. Et le VRV, donc on est aux prémices, hein, ça fait 1 an qu'on l'a lancé. Ce projet à Arte Park à Grenoble, à Mélan exactement, fait partie de nos premières grosses réalisations. On a eu d'autres, hein, bien évidemment, sur des projets beaucoup plus petits, mais ça nous permet aussi de tester, de voir comment sont appréhendés aussi les organes de sécurité, parce que c'est ça qui est important. Et à un moment, ce qui est important, c'est aussi que les habitudes sur le terrain se changent et que l'impact environnemental devienne important. Aujourd'hui, on a beaucoup tendance à parler prix, à comparer sur des solutions existantes. Donc on va parler 410, tout le monde va se bagarrer sur des solutions 410. Pourquoi ? Parce que l'impact carbone n'est pas encore le point clé de décision des projets. À partir du moment où sera le point clé de décision des projets, le bascule R32 ou sur les nouveaux fluides, après, sera plus prégnante, effectivement. Voilà. Alors, oui, bonjour. J'ai une petite question juste, donc là, pour être sûr de bien comprendre, on a parlé du gain de dégagement de CO2 sur le fluide frigorigène. Oui. Concernant la consommation des pompes à chaleur aérothermiques, là, il n'y a pas entre guillemets, d'amélioration. On est toujours sur un COP de 4 en mi-saison et plutôt de 2 quand il fait froid ou chaud ou... Enfin, ouais. Au niveau consommation, vraiment Oui, alors au niveau des efficacités, on ne va pas avoir de changement radical sur les efficacités. On reste avec un compresseur, etc. Elles vont évoluer d'une gamme à l'autre. Bien évidemment, à chaque fois qu'on va sortir une nouvelle gamme, on va chercher à avoir une efficacité meilleure que la gamme précédente, bien évidemment. Mais on ne va pas passer de 4 à 6 comme ça. Là, par contre, l'impact est beaucoup plus limité. Par contre, une chose importante à noter, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, malgré le changement de fluide frigorigène, l'objectif est toujours d'améliorer cette efficacité énergétique des produits. Donc on ne va pas baisser l'efficacité, l'efficacité énergétique sur l'autel du CO2, que ça soit important. Ensuite, il y a un point sur lequel Dekin, on est très orienté. Aujourd'hui, et ça on le regrette un petit peu, dans les calculs réglementaires, aujourd'hui, on nous demande de travailler sur les ER et les COP, c'est-à-dire les charges pleines, les pleines charges des groupes, donc à 100% et uniquement 100%. Aujourd'hui, au niveau européen, ne serait-ce qu'au niveau européen, ce qui est le plus reconnu, c'est les ESER et les SCOP, donc c'est en fait les charges partielles. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on sait qu'un groupe, une pompe à chaleur, dans le tertiaire proprement dit, va tourner que très peu de temps à pleine charge. Globalement, ça va être entre 2 et 3% du temps, à pleine charge. Donc vous voyez que 98% du temps, on va être en charge réduite. Et là, on se rend compte que de 4, de COP, vous parliez tout à l'heure, on va pouvoir monter à 6, 7, voire 8 en ESER ou en SCOP. Et ça, par contre, il va falloir qu'on travaille, et on a commencé à travailler, à faire reconnaître ces choses-là dans les calculs réglementaires. Alors, ce n'est pas en direct, c'est un peu de l'indirect, mais on a des valeurs que l'on peut maintenant mettre en avant, qui permettent de mettre en avant justement ces valeurs à charge partielle dans les calculs réglementaires. C'est en cours. Sur les 2 valeurs, effectivement, plein été, plein hiver. Oui, tout à fait. Et ça, c'est un travail qu'on a mené pour les moteurs de calcul. Bonjour. J'ai bien noté que vous voulez réduire l'impact des fluides frigorigènes en passant du R410 au R32. Pourquoi vous n'avez pas pu également développer des technologies sur des puissances de moins de 100 kW en utilisant du CO2 justement, qui est a priori le gaz miracle ? Oui, alors justement, c'est le gaz miracle. Alors en fait, le test au CO2, ça fait très longtemps qu'on l'a fait. Si je ne me trompe pas en date, on a dû lancer un VRV CO2. C'était un test, hein, aux alentours des années 2010. Il y a eu une installation qui a été faite en Allemagne. L'idée, c'était de vraiment faire un test. En fait, la problématique du CO2, alors en froid, on la connaît, mais en chauffage, en pompe à chaleur, il va falloir monter très haut en pression pour pouvoir faire de la pompe à chaleur. On va être aux alentours des 80-100 bars. Donc là, en fait, on se retrouve, c'est ce que je disais tout à l'heure, sécurité des biens et des personnes, on se retrouve avec des sujets auxquels il va falloir qu'on réponde. C'est-à-dire comment faire pour donner accès
à des installateurs, des mainteneurs, en toute sécurité, à des installations aux alentours des 100 bars. Donc, ça fait partie des axes de recherche. Je vous dis, on en avait fait un en 2010. Juste une idée du prix, le compresseur CO2, puisqu'en fait, il y a un delta pression très important. Je crois qu'il était 2 fois le prix d'un VRV standard sur le marché à l'époque. Donc, vous voyez, aussi une histoire de coût, etc. Donc, oui, le CO2 est intéressant. Il est beaucoup utilisé dans la réfrigération parce qu'il a des caractéristiques en froid qui sont très bonnes. Maintenant, en pompe à chaleur, ça va être beaucoup plus compliqué, donc il faut qu'on travaille sur le sujet. Après, il ne faut pas oublier une chose, c'est que le CO2, s'il y a fuite, parce que c'est toujours pareil, hein, on l'oublie des fois, s'il y a fuite, en fait, il vient remplacer l'oxygène dans la pièce, hein, parce qu'il est plus lourd, donc il vient remplacer l'oxygène, et on peut avoir voire des décès, puisque en manque d'oxygène, souvent, on a du mal à respirer. Et c'est arrivé dans des magasins, par exemple, parce que souvent, comme c'est du froid, c'est arrivé dans des magasins en Angleterre particulièrement. Donc c'est pour ça qu'il faut faire aussi très attention. Alors je ne veux pas faire peur hein, sur le CO2, c'est juste que voilà, ce sont des sécurités à 100 bars, vous imaginez, c'est des sécurités qu'il faut vraiment qu'on mette en place et qu'on maîtrise avant de mettre ça sur le marché. Mais c'est une piste, voilà, parmi d'autres. En termes budgétaires, est-ce que vous pouvez nous donner une indication entre le R32 et le S-Loop, par exemple, celui que vous avez présenté en alternative là? Le R32 et le R410 ? Oui, c'est ça. Oui. Enfin, le modèle S-Loop là, qui permet de recycler. Ah, le loop. Hein. Alors, le loop, oui. Alors, le VRV R410, en fait, en loop, hein, en flux de régénéré. Bon, ça, c'est les prix qu'on connaît. Le VRV R32, à modèle équivalent, on va être entre 10 et 15% supérieur. Dans les 10 à 15% supérieurs, on intègre l'ensemble de la régulation, de la sécurité, je veux dire. Donc, effectivement, il y a un coût, mais pour du matériel supplémentaire. Et pour info, effectivement, il y a le coût du matériel, mais le coût de main-d'œuvre, en fait, restant le même, l'impact global sur le bâtiment, ça va être diminué quasiment par 2. En fait, hein. Ça va être plutôt de l'ordre de 5 à 7% sur le global du projet CVC. Oui, pardon. Oui. Le modèle Loop, il est valorisable réglementairement ? Alors, sur les moteurs de calcul aujourd'hui, non. Enfin, de toute façon, l'impact carbone ne l'est pas. Par contre, sur les labels, par exemple BREEAM, on l'a fait. En fait, comme on se retrouve avec un fluide régénéré, recyclé, en fait, on peut le valoriser. Je crois que c'est 1 point supplémentaire en BREEAM, par exemple, du fait que l'on est sur une démarche économie circulaire. Voilà. Mais pour l'instant, l'impact carbone n'étant pas encore mis en place sur le tertiaire, on ne le valorise pas encore. J'ai l'impression qu'on me dit que c'est la fin et il n'y a apparemment plus de questions. N'hésitez pas à venir nous retrouver si vous avez d'autres questions sur le stand d'Ekin. On est juste à côté du buffet. Je me ferai un plaisir d'essayer d'y répondre. Et puis, de toute façon, j'ai toute une équipe qui est là aussi pour m'accompagner et vous répondre aussi. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Bonne journée.